Bon retour dans l'apocalypse de glace. La dernière fois, Zhang a sauvé Yang Xingxin et Lu Keran de l'académie Tianqing, ramenant chez lui une hackeuse de génie et une mécanicienne brillante. Et d'une manière ou d'une autre, un chat mutant géant aussi. Pendant que l'abri de Zhang devenait plus fort, les étudiants laissés derrière ont placé tout leur espoir dans le sauvetage promis par Cheng Wu. Mais dans un monde enseveli sous la neige, l'espoir pouvait être dangereux. Est-ce que quelqu'un viendrait vraiment pour eux? Et si quelqu'un venait, serait-ce le salut, ou quelque chose de bien pire? Continuons. Les étudiants de l'académie Tianqing sont retournés dans le tunnel de glace et ont attendu dans le froid, toujours accrochés à l'espoir que les secours finiraient par arriver. Puis Cheng Wu a soudain regardé dehors, et ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Un bruit de froissement est venu à travers la neige. Au moment où il a reconnu quelqu'un qui approchait, il a crié que son père était arrivé et s'est précipité dehors comme quelqu'un qui venait de voir le salut lui-même. Les autres étudiants se sont dépêchés de le suivre. Liang Yue est resté en arrière juste assez longtemps pour recevoir l'aide de l'une des filles, puis elle a suivi avec une expression prudente. En quittant le tunnel, ils ont vu que les étudiants attendaient quelque chose. Juste devant eux, un groupe d'hommes est descendu d'un énorme traîneau tiré par des chiens. Ils se déplaçaient avec une attitude vive et disciplinée. Liang Yue a immédiatement remarqué que ce n'étaient pas des survivants ordinaires. Ces hommes avaient clairement déjà connu le combat. C'étaient des vétérans, et pas n'importe quels vétérans. Ils ressemblaient à des soldats d'élite. Pendant que deux hommes se chuchotaient quelque chose, Cheng Wu s'est avancé avec anxiété. Il a expliqué que son père était Jiango. Il a demandé s'ils étaient les personnes envoyées pour les secourir. Puis, au milieu du groupe, Jiango l'a vu. L'homme a appelé son fils avec soulagement. Il était venu pour lui. Cheng s'est figé pendant une seconde. Le père dont il se souvenait était maintenant presque méconnaissable. Jiango était devenu maigre et émacié, comme si l'apocalypse lui avait arraché la moitié de lui-même. Cheng l'a fixé sous le choc, à peine capable d'accepter que cet homme à l'air faible soit vraiment son père. Mais ce choc n'a duré qu'un instant. Il s'est précipité en avant et a serré son père très fort dans ses bras. Après tout ce qu'il avait enduré, après toute la peur, la faim et la mort autour de lui, son père était enfin venu. Pendant une brève seconde, il a eu l'impression que le cauchemar prenait fin. Jiango l'a réconforté et a répété que c'était une bonne chose qu'il soit vivant. Mais la joie de Cheng s'est rapidement transformée en colère. Il a repoussé son père et a exigé de savoir pourquoi il n'avait pas envoyé d'aide plus tôt. Il lui a dit qu'il avait terriblement souffert et qu'il avait failli mourir. Son père a hésité. Il n'a pas donné de vraie réponse. Il a seulement dit qu'ils en parleraient plus tard. Puis il l'a pressé de partir et de rentrer chez lui avec lui. Mais avant que Cheng Wu puisse se laisser aller à ce soulagement, l'un des hommes s'est avancé et a changé toute l'atmosphère. Apparemment, ils avaient entendu dire que l'école possédait encore beaucoup de provisions. Ils voulaient que le garçon ouvre la voie afin qu'il puisse tout ramener à la base. L'expression de la professeure Liang a changé. Elle s'attendait à ce que les secouristes demandent d'abord des nouvelles des survivants. Au lieu de cela, ces hommes étaient allés droit aux provisions. Pas une seule fois ils n'avaient montré beaucoup d'inquiétude pour les personnes piégées là-bas. Cheng a pointé un tunnel de glace voisin et a expliqué que les provisions étaient enterrées sous la congère. Mais il les a aussi avertis qu'un monstre muté était apparu dans les environs, et que les étudiants n'avaient pas osé s'approcher. Le soldat est resté parfaitement calme. Il pouvait gérer n'importe quel monstre qui apparaîtrait. Puis il a dit à Cheng Wu d'ouvrir la voie. L'étudiant est immédiatement devenu pâle. Il avait survécu assez longtemps pour savoir que le courage sonnait merveilleusement bien jusqu'à ce que quelqu'un te demande de marcher vers la chose qui veut te manger. L'homme lui a tapoté l'épaule et l'a rassuré en disant qu'ils avaient de l'expérience avec les créatures mutées. Mais Cheng a serré les dents de colère. Sans meilleure option, il a rejeté la responsabilité sur Liang Yue. Il a dit que la professeure Liang s'était toujours occupée de la recherche de provisions, donc elle connaissait les emplacements mieux que lui. La professeure a soupiré. Elle a compris exactement ce que le garçon venait de faire. Mais elle savait aussi que discuter ne servirait à rien.
Alors elle a accepté de guider le chemin. L'un des hommes s'est retourné et a commencé à rassurer les étudiants restants, disant qu'ils arrangeraient quelque chose pour tout le monde plus tard. Mais les étudiants avaient déjà commencé à se sentir mal à l'aise. Ce sauvetage ne ressemblait pas à l'étreinte chaleureuse qu'ils avaient imaginée. Il semblait plus froid que la neige dehors. Au bout d'un moment, des empreintes avaient déjà descendu jusqu'à la cave de glace. Puis l'un des membres de l'organisation 11 Champs a désigné certains étudiants et leur a ordonné de descendre et de déplacer les provisions. Les étudiants masculins ont hésité, mais sous les ordres, ils ont obéi. Plus tard, ils ont commencé à charger les provisions dans les camions avec des mains raides et des visages inquiets. Un étudiant a demandé doucement si ces gens n'étaient pas venus les sauver. Un autre a marmonné qu'ils avaient déjà tant souffert, et pourtant les sauveteurs les faisaient travailler comme des ouvriers. Un étudiant s'est approché de Cheng Wu et a demandé pourquoi la situation ne ressemblait en rien à ce qu'il avait promis. Le type aux cheveux bleus a serré les dents. Il avait cru que son père occupait une haute position dans la base. Maintenant, il semblait que cette croyance avait été douloureusement fausse. Malgré tout, il a forcé un sourire et a essayé de calmer tout le monde. Il a dit que c'était des temps particuliers, et que la base ne soutiendrait pas les paresseux. Il a affirmé que les soldats manquaient simplement de bras et que tout le monde pourrait se reposer une fois arrivé à la base. C'était un petit discours bien propre. Malheureusement, la réalité n'a jamais été connue pour respecter les discours de conseil étudiant. Parce qu'une fois les provisions chargées, le traîneau est parti en premier. Les étudiants sont restés debout dans la neige. Puis l'un des hommes leur a simplement dit de suivre. Un étudiant a demandé avec incrédulité s'ils étaient censés marcher. Les autres ont aussitôt enchaîné, demandant où étaient les véhicules et pourquoi aucun transport n'avait été préparé pour eux. Une fille a dit avec inquiétude qu'il mourait de faim depuis si longtemps, et maintenant il devait encore marcher des dizaines de kilomètres. À ce moment-là, la patience du soldat a disparu. Il leur a crié de se taire. Puis il a dit aux étudiants que s'ils voulaient vivre, ils devaient suivre. Sinon, ils pouvaient rester derrière et mourir dans la neige. Un autre homme a croisé les bras et a parlé avec un mépris ouvert. Il leur a dit que leur ancien statut ne signifiait plus rien. Peu importe ce qu'ils avaient été avant, riches, talentueux, élites, importants, rien de tout cela n'avait d'importance dans l'Apocalypse. S'ils voulaient survivre, ils devaient fermer la bouche et obéir. Un étudiant masculin n'a pas pu l'accepter. Il s'est effondré sur le sol enneigé et a murmuré que c'était impossible. Il ne comprenait pas comment une seule tempête de neige avait rendu tous leurs efforts précédents inutiles. Puis un sac de nourriture a été jeté devant eux. Liang Yu l'a ramassé et a dit à tout le monde d'avancer. Elle a même aidé l'étudiant effondré à se relever et lui a rappelé qu'il n'avait pas d'autre choix. S'il voulait survivre, il devait atteindre la base 11 Champs. Aussi connue sous le nom de base de la colline ouest. Elle a encouragé les autres à rester forts. Ils étaient déjà proches, et ce mince espoir suffisait à garder leur corps épuisé en mouvement. La nuit est tombée alors qu'ils luttaient pour avancer dans la neige. La lune était haute dans le ciel, et la tempête continuait de dériver autour d'eux comme si le monde lui-même était devenu un cimetière gelé. Enfin, le groupe s'est arrêté devant un abri avec une porte en fer. Liang Yu a annoncé qu'ils étaient arrivés. Les hommes ont ouvert la porte et ont révélé un passage descendant. Un long escalier s'étendait en dessous. Les étudiants ont regardé vers le bas avec une excitation nerveuse, puis ont commencé à entrer en file. Après avoir survécu si longtemps, ils croyaient avoir enfin été sauvés. Cet espoir les a portés dans les escaliers plus vite que leurs jambes fatiguées n'auraient dû le permettre. En bas, ils sont entrés dans une pièce vivement éclairée avec des décorations modernes. Comparée au monde glacial au-dessus, elle semblait presque irréelle. Mais au lieu du réconfort, les étudiants ont ressenti de la confusion. L'un d'eux a demandé ce qu'ils étaient censés faire maintenant. La professeure Liang a froncé les sourcils, mais elle a tout de même essayé de les rassurer. Elle a dit que l'organisation avait fait trop d'efforts pour les amener là, donc elle ne leur ferait probablement pas de mal. C'est alors qu'un groupe de personnes en combinaison de protection blanche est entré.
Sans explication, ils ont commencé à pulvériser du désinfectant sur les étudiants. Les étudiants ont sursauté et reculé avec inquiétude, mais personne n'a demandé la permission. Puis une grande femme s'est avancée comme une capitaine militaire et a ordonné à tout le monde de former 2 lignes. Elle a expliqué que la base avait besoin d'une désinfection complète et d'examens physiques pour garantir la sécurité interne. Tout le monde devait coopérer. Alors, les étudiants se sont alignés pour l'examen. Des médecins ont prélevé du sang à leurs poignets, les ont inspectés et leur ont ordonné d'attendre le retour des résultats des tests. Liang Yue et les autres se sont assis en silence, leur visage lourd d'inquiétude. Puis quelqu'un en équipement de protection a apporté un grand bol rempli d'un liquide blanc laiteux. Les étudiants se sont levés et l'ont fixé avec confusion. C'était quoi, ce truc, bon sang? Ça avait l'air étrange et ça sentait un peu le yaourt, mais ce n'était clairement pas du yaourt. Pourtant, quelques personnes à proximité ont pris des cuillères et l'ont goûté. Le bol a été rapidement vidé. La faim avait une façon de faire baisser les standards de tout le monde. Dans l'Apocalypse, le liquide mystérieux suspect était apparemment devenu un élément indispensable du menu. Après cela, la porte s'est rouverte. Jianguo est entré avec la responsable de 11 champs. Chenggu a appelé son père joyeusement, mais le visage de son père était pâle. La responsable s'est approchée de Jianguo avec un sourire sinistre et a demandé si le garçon était son fils. Cela a fait se figer le père pendant une seconde. Puis il s'est immédiatement retourné et a confirmé respectueusement que c'était son fils, Chenggu. La responsable a observé le garçon et l'a complimenté en disant qu'il n'était pas mal. Elle s'est ensuite avancée et a annoncé que les tests n'avaient montré aucune maladie infectieuse ni bactérie nocive. C'était considéré comme une bonne nouvelle. Elle a fait signe à 2 médecins d'entrer et a dit que les nouveaux arrivants passeraient par un nettoyage avant d'être emmenés vers la capsule de survie numéro 4. Alors que Chenggu se dirigeait vers la fin de la file, la responsable l'a soudain rappelé. Le garçon s'est tourné vers les autres étudiants avec excitation. Il semblait croire que la présence de son père lui avait enfin donné un traitement spécial. Mais son père s'est penché près de lui et a murmuré un avertissement. Il lui a dit qu'il devait absolument suivre les règles là-bas. Quoi qu'on lui dise de faire, il devait obéir. Cheng a assuré à son père qu'il comprenait. Puis la responsable a passé son bras autour de ses épaules et l'a éloigné du groupe. Les autres ont regardé avec envie. Pour eux, Chenggu avait l'air chanceux. Il avait un père dans la base. Il pourrait recevoir un meilleur traitement. Il n'aurait peut-être pas à souffrir comme le reste d'entre eux. Mais la chance dans la base 11 champs avait une forme très laide. Quand ils sont entrés dans la pièce, la responsable lui a dit de prendre une douche. Mais dans l'esprit de Cheng, quelque chose était étrange. Cette pièce ne ressemblait pas à sa nouvelle chambre privée. Elle semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Malgré tout, il n'y a pas trop réfléchi. Il s'est douché rapidement. Quand il est sorti en ne portant qu'une serviette, il avait clairement l'air détendu. Comme quelqu'un qui venait de prendre une douche après un mois dans une apocalypse glaciale. Mais une fois qu'il a ouvert les yeux, il a vu quelque chose qui l'a terrifié. La grosse responsable s'était changée en lingerie. Elle a attrapé sa main, l'a jetée sur le canapé, et a clairement fait comprendre ce qu'elle voulait de lui. Chenggu était arrivé en espérant un privilège. À la place, on lui avait donné une leçon horrifiante sur ce que coûtait le privilège dans cette base. Ailleurs, les étudiantes s'étaient changées et portaient les uniformes de l'organisation. L'une des filles s'est immédiatement plainte de la couleur et du style. Parce que bien sûr, même pendant une apocalypse, le sens de la mode restait important. Une femme médecin est arrivée avec 2 soldats et a dit à tout le monde de se rassembler. Elle a dit qu'ils seraient emmenés à l'endroit où ils vivraient et travailleraient. Les étudiants se sont alignés derrière elle, comprenant déjà que la vie dans cet abri n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient imaginé. Ils ont atteint leur destination. Les portes se sont ouvertes, et des gardes se tenaient des 2 côtés. À l'intérieur, ils ont vu des vélos connectés à d'immenses engrenages. Chaque vélo était pédalé continuellement par une personne. Tout ressemblait moins à un manhwa qu'au nouvel épisode de Black Mirror sur Netflix. Les nouveaux arrivants ont fixé la scène avec incrédulité. L'un d'eux a demandé ce qu'il regardait.
Un autre a demandé ce que ces gens faisaient. La médecin a expliqué calmement que c'était là qu'ils travailleraient. Leur travail était de produire de l'électricité pour la base. Les vélos étaient des générateurs connectés au système électrique de la base. En d'autres termes, le sauvetage comprenait un déplacement, des contrôles médicaux obligatoires, et une affectation immédiate au devoir de roue de hamster humaine. La médecin les a avertis que chacun recevrait un règlement. S'il voulait rester dans la base, il devait suivre les règles. S'il refusait, les conséquences seraient sévères. Puis son expression est devenue féroce. Elle leur a crié de se mettre au travail et les a avertis que s'ils perdaient encore du temps, leur provision serait déduite. Une étudiante s'est immédiatement effondrée à genoux, pleurant en agrippant la manche de la professeure Liang. Bientôt, d'autres étudiants ont aussi commencé à pleurer. Ils ont compris que ce n'était pas un abri comme ils l'avaient imaginé. C'était un lieu d'esclavage avec des gardes, des règles, et juste assez de nourriture pour maintenir la machine en marche. À l'Académie Tianqing, leur vie avait toujours été menacée. Mais au moins ils avaient une certaine liberté. Au moins Liang Yue les avait protégés. Ici, la survie venait avec des chaînes. La médecin a dit froidement qu'ils pouvaient pleurer, mais qu'ils devaient d'abord travailler. La professeure a essayé de les réconforter du mieux qu'elle pouvait. Elle leur a dit de ne pas avoir peur et a promis qu'elle était toujours là. Mais tout ce qu'elle pouvait faire pour l'instant, c'était leur dire de commencer à travailler. Alors qu'elle guidait les étudiants vers l'avant, Liang a jeté un regard en arrière vers la médecin. Elle avait cru que cet endroit était leur seul refuge et qu'ils seraient correctement pris en charge. Maintenant, elle comprenait à quel point cette croyance avait été naïve. Pendant ce temps, dans la chambre de la responsable, la femme s'habillait pendant que Cheng Wu gisait immobile sur le lit. Jiango se tenait dans l'embrasure de la porte et la flattait sans honte, demandant si le service de son fils l'avait satisfaite. La responsable a dit que cela avait été excellent et a même complimenté Cheng. La responsable lui a ordonné de s'occuper du nettoyage et a promis de demander à la logistique de prendre soin de lui et de son fils avec des provisions supplémentaires. Le père s'est incliné avec gratitude. Il a même dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit d'autre, il lui amènerait Cheng Wu immédiatement. Puis la porte s'est fermée. Au moment où elle est partie, l'expression de Jiango est devenue pâle. Il a regardé son fils, qui gisait encore là dans un état second, et a demandé s'il allait bien. Puis il s'est assis à côté de lui et lui a donné le genre de conseil qu'aucun père ne devrait jamais avoir besoin de donner. Il a dit à Cheng que pour survivre dans cet endroit, il devait apprendre à tout accepter. Cheng l'a regardé avec des larmes dans les yeux. Il a demandé pourquoi son père ne lui avait jamais dit à quoi ressemblait vraiment la base. Il a demandé pourquoi tout était devenu comme ça. Jiango a ressenti de la tristesse, mais sa réponse était brutalement simple. C'était la réalité maintenant. L'ancien statut et l'ancienne position de chacun avaient disparu. Puis il a expliqué comment les choses avaient changé à l'intérieur de la base 11 champs. Au début, les personnes qui entraient dans l'abri étaient surtout riches, puissantes ou influentes. Comme les chercheurs avaient prédit que la tempête de neige ne durerait que 2 mois, les gens croyaient encore que l'ancien monde reviendrait. À cause de cela, ils conservaient un certain respect les uns pour les autres. Mais ensuite, la salle de recherche a découvert quelque chose d'horrifiant. L'explosion de supernova avait gravement affecté la planète. Le monde entier était officiellement entré dans une ère glaciaire, et il n'y avait aucune fin visible. À peu près au même moment, certaines personnes ont soudain éveillé de puissantes capacités. Cela a tout changé. L'écart entre les gens ordinaires et les utilisateurs de capacités s'est instantanément élargi. Et une fois que cet écart est apparu, la hiérarchie a suivi. Jiango a soupiré et a dit à son fils que ce qui s'était passé aujourd'hui était sa première leçon de survie à 11 champs. Si la classe inférieure voulait vivre, elle devait se soumettre à la violence sans condition. Puis il a dit quelque chose d'encore plus froid. Cheng devrait être heureux. Jiango lui a tapoté la tête et lui a dit que même se vendre était acceptable si cela signifiait survivre. À ses yeux, il n'y avait rien qui ne puisse être sacrifié pour la vie. Dans le dortoir, les étudiants se sont rassemblés autour de Liang Yue. Ils ont demandé pourquoi ils devaient vivre ainsi et pourquoi l'abri était si dur. Ils se sont plaints que c'était complètement différent de ce qu'ils avaient imaginé.
Une fille a pleuré en disant qu'elle avait pédalé toute la journée. Ses jambes lui faisaient mal, et son corps la faisait souffrir. Un autre étudiant a dit que s'il devait vivre comme ça tous les jours, la mort serait peut-être préférable. Mais la professeure n'avait pas de solution. Elle a dit que c'était des temps particuliers, et que simplement être en vie n'était déjà pas facile. Elle leur a rappelé que les personnes qu'ils avaient vues pédaler n'étaient pas des moins que rien de bas statut. Beaucoup avaient autrefois été des figures importantes. Puis Liang Yue a brisé la dernière de leurs illusions. Un monde où tout le monde jouissait du bonheur ensemble n'existait pas vraiment. Les étudiants sont restés silencieux, déconcertés par ces paroles. La professeure a ajouté qu'au moins, ils étaient vivants maintenant et n'avaient pas besoin de s'inquiéter pour leur survie. Mais les étudiants ont protesté. Ils étaient tous des élites. Pourquoi devraient-ils travailler comme des bêtes de somme? Un autre a dit qu'ils étaient jeunes, pratiquement encore des enfants, alors pourquoi devraient-ils souffrir ainsi? La fille mécontente a serré la main de Liang Yue et l'a supplié de trouver une solution. La professeure a eu l'air surprise. Elle leur a rappelé qu'elle n'était qu'une professeure. Dans cet endroit, son statut n'était pas différent du leur. Puis quelqu'un a remarqué Cheng Wu qui approchait. Les étudiants se sont immédiatement tournés vers lui avec espoir. Ils ont demandé des nouvelles de son père et s'il pouvait s'occuper d'eux. Certains ont même dit qu'un travail de bureau leur irait, tant qu'ils n'avaient pas à pédaler sur des générateurs toute la journée. Le visage de Cheng s'est crispé de colère. Il leur a dit d'arrêter de rêver. Après leur arrivée là-bas, tout le monde devait travailler, et des gens comme eux ne pouvaient que pédaler sur les générateurs. Puis il s'est tourné vers Liang Yue et l'a salué doucement. En le voyant sain et sauf, elle s'est sentie soulagée et a demandé où il était allé. En colère, Cheng Wu a donné une brève explication. Il a dit que lui et son père avaient regardé autour d'eux à l'intérieur de la base, et qu'il avait maintenant une compréhension générale de la situation de Onschan. Puis il s'est assis et a dit à Liang Yue qu'à partir de maintenant, il ne pouvait compter que sur elle. Elle a compris ce que cela signifiait. Si l'ancien statut ne signifiait plus rien, alors les utilisateurs de capacités et les combattants puissants étaient les seules personnes ayant de la valeur. Ses compétences en arts martiaux et son statut d'utilisatrice de capacité seraient certainement importants ici. Elle a posé une main sur l'épaule de Cheng et a demandé quelle était la situation actuelle à l'intérieur de la base Onschan. Et son expression s'est immédiatement assombrie. Il a expliqué que la personne au pouvoir était le commandant, Shen Xinyan. Beaucoup de ses subordonnés avaient éveillé des capacités. Ils avaient rapidement réprimé la base et établi un nouvel ordre. La base était divisée en 4 zones. Shen Xinyan et ses proches vivaient dans la première zone, où les conditions étaient les meilleures. Les chercheurs et les techniciens vivaient dans la deuxième zone et profitaient d'un mode de vie proche de celui qu'ils avaient avant l'apocalypse. La troisième zone était composée des forces armées que le chef avait rassemblées. Elles avaient un équipement approprié, un entraînement physique solide et de nombreuses unités de combat dotées de super-pouvoirs. Puis venait la quatrième zone. C'était là que tous appartenaient. Elle contenait la majorité de la population de Onschan. Ils recevaient le moins de ressources et faisaient le travail le plus dur. Cheng Wu les a avertis de ne même pas penser à se rebeller. Les gardes de la troisième zone les séparaient des autres zones. Avec seulement des gens ordinaires, ils ne pouvaient pas combattre ces monstres. Après avoir entendu cela, les étudiants ont paniqué. Une fille a demandé si cela signifiait qu'ils resteraient là pour le reste de leur vie. Une autre a dit qu'elle préférait mourir. Cheng Wu est devenu frustré et a expliqué la logique de la base. Onschan n'avait pas accepté autant de survivants par bonté. Il l'avait fait pour reconstituer la main-d'œuvre qu'ils avaient perdue. Beaucoup de personnes avant eux avaient aussi été incapables d'accepter la réalité et avaient choisi la mort. Mais la base s'en fichait. Si des travailleurs mouraient, ils pouvaient simplement capturer ou recruter davantage de survivants. Dans ce système, les vies étaient remplaçables. Un étudiant furieux l'a attrapé par le col et l'a accusé de tout. Il a dit que si Cheng n'avait pas révélé l'emplacement de l'école, il n'aurait jamais fini dans cet enfer. Le garçon n'a pas reculé. Il a demandé s'ils auraient survécu s'ils étaient restés à l'académie Tianqing. L'étudiant est resté silencieux.
Il n'avait aucune réponse, parce que la vérité était laide des deux côtés. L'école avait été dangereuse, et la base était cruelle. La survie était devenue un choix entre différentes formes de souffrance. Cheng-Wu l'a doucement repoussé. Puis il a dit à la professeure que la seule façon de changer leur situation était de compter sur elle. Puisque les utilisateurs de capacité avaient des privilèges à 11 champs, il l'a supplié de les aider. Les étudiants se sont immédiatement regroupés autour de Liang Yue. Ils ont saisi ses mains, se sont accrochés à ses jambes, et l'ont supplié de se lever pour eux. Ils lui ont rappelé que prendre soin des étudiants était la responsabilité d'une professeure. Ils lui ont demandé de parler à la base et d'au moins leur obtenir un travail plus léger. Elle a senti le poids de leur désespoir peser sur elle. Elle a promis d'assurer leur sécurité. Mais elle a dit qu'elle devait encore observer la situation du travail avant d'agir. Liang Yue était épuisé. N'ayant rien d'autre à dire, elle a dit à tout le monde qu'il était tard et qu'ils devaient se reposer, parce qu'ils avaient encore du travail demain. Les étudiants sont partis à contre-cœur. Mais pas avant de lui rappeler de parler à la base et de les faire réaffecter. Plusieurs heures ont passé, et le matin est arrivé. Les gens du 4e niveau de 11 champs se sont réveillés et ont formé des rangées bien ordonnées. Quand tout le monde s'est rassemblé, la médecin de l'organisation a crié dans un mégaphone. Elle les a salués et a annoncé que c'était le 48e jour de survie. Puis elle a dit à tout le monde de remercier le seigneur Shen Xinyang de les guider. La foule a répété ces paroles à l'unisson. Ils ont crié des louanges au chef comme s'ils avaient été entraînés à le faire. Du matériau parfait pour une dictature facile dans une apocalypse de glace. Et il y avait des gens qui pensaient que Zhang était maléfique. Liang Yue et les étudiants ont tout regardé avec incrédulité. La médecin a continué en annonçant qu'hier, leur équipe avait secouru un autre groupe de survivants. À partir de maintenant, ces survivants faisaient partie de leur famille. Elle a fait un geste vers Liang Yue et les étudiants et a dit aux nouveaux membres de la famille de se présenter. La foule a applaudi pour les accueillir. La professeure Liang a commencé à comprendre la méthode derrière tout cela. Les chants, les applaudissements, la gratitude forcée, le langage de famille, tout cela créait un effet de foule. Cela transformait des personnes désespérées en subordonnés obéissants. Les étudiants derrière elle étaient confus, mais elle avait déjà vu un contrôle psychologique similaire. Même si quelqu'un savait qu'il s'agissait d'hypnose et de suggestion, rester trop longtemps dans cet environnement finirait par l'user. Pourtant, ils se sont avancés, et elle a pris le haut-parleur pour présenter tout le monde. Après cela, la médecin a annoncé qu'il était temps pour la réunion quotidienne. Une fois la réunion terminée, il était enfin temps de manger. En mangeant, Liang Yue a réfléchi en silence. Si elle ne pouvait pas résister, peut-être pouvait-elle endurer pour l'instant. Au moins ici, elle pouvait continuer à vivre. Elle a jeté un coup d'œil et a vu Cheng-Wu rire et discuter avec les autres. Cette vision lui a donné un petit sentiment de soulagement. S'il pouvait continuer à survivre comme ça, alors c'était peut-être encore mieux que d'être dehors dans le désert gelé. Mais la paix ne durait jamais longtemps. Une femme habillée de manière formelle est entrée avec 2 soldats armés. La médecin s'est immédiatement avancée et l'a saluée respectueusement en tant que secrétaire GE. Elle a proposé de gérer toutes les instructions en son nom. La secrétaire GE a ignoré la flatterie. Elle a pris le mégaphone et a annoncé qu'il y avait une affaire spéciale concernant les survivants secourus la veille. Puis elle a demandé si Liang Yue était présente. Elle s'est immédiatement levée et s'est identifiée. Pendant ce temps, une étudiante derrière elle a chuchoté, lui rappelant de ne pas les oublier. La professeure s'est avancée vers la secrétaire GE. La femme lui a serré la main poliment et s'est présentée comme Géoru, la secrétaire de Monsieur Shen. Puis elle a dit que leur chef voulait la rencontrer. Les gens qui mangeaient à proximité ont immédiatement réagi. Quelqu'un a chuchoté que Maître Shen voulait rencontrer une nouvelle arrivante. Un autre a dit que cela signifiait qu'elle était sur le point de monter au sommet. Mais quand la foule est devenue bruyante, Géoru leur a lancé un regard meurtrier. Toute la pièce s'est instantanément tue. Puis elle s'est retournée vers Liang Yue avec un sourire agréable et l'a invité à la suivre. Alors la professeure a obéi.
Géoru l'a amené dans une pièce et a annoncé respectueusement que la personne demandée était arrivée. Dès qu'elle a terminé, Shen Xinyan s'est avancé avec un sourire joyeux et lui a serré la main. Il a loué sa réputation d'experte en arts martiaux. Il a dit qu'elle avait guidé un groupe d'étudiants à travers des conditions terribles et qu'elle avait quand même survécu jusqu'à maintenant. À ses yeux, cela faisait d'elle une grande professeure. Puis il l'a personnellement aidée à s'asseoir. Il a souri chaleureusement et a dit qu'il serait bref. Il avait des plans pour son avenir. Liang Yu a été surprise par son enthousiasme. Mais elle savait que les gens comme ce chef n'agissaient pas gentiment à moins qu'ils puissent obtenir quelque chose de toi. Shen Xinyan est vite devenu sérieux. Il a dit que pour protéger les graines de la civilisation et maintenir la base à l'avenir, il espérait que la professeure lui prêterait sa force. Liang Yu lui a serré la main et a répondu poliment. Elle a dit que s'il y avait quoi que ce soit qu'elle pouvait faire, il n'avait qu'à le lui dire. Le chef a semblé satisfait. Il a fait un geste vers Géoru et a dit que la secrétaire l'emmènerait dans la zone d'habitation numéro 2. À partir de maintenant, elle y resterait. Géoru a suivi cet ordre et a doucement invité la femme à l'accompagner. Lorsqu'elles sont arrivées dans la zone d'habitation numéro 2, Liang Yu a observé les alentours. Comparé à la 4e zone, cet endroit était clairement bien meilleur. Les conditions étaient plus propres, plus calmes et plus confortables. Elle n'a pas pu s'empêcher de se demander à voix haute pourquoi cette zone semblait si agréable. Au même moment, loin de la sombre hiérarchie de 11 champs, Zhang avait affaire à un adversaire bien plus dangereux. Un chat? Il s'est assis près de Ua et a essayé de le convaincre d'entrer. Il a rappelé au chat qu'il le nourrissait déjà depuis une semaine. Puisqu'il avait mangé autant de sa nourriture, il a raisonné qu'il devrait maintenant devenir son chat. Vraiment, un argument juridique impeccable. Il a promis que si Ua rentrait à la maison avec lui, il pourrait manger ce genre de nourriture tous les jours jusqu'à être rassasié. Il lui a fait signe de s'approcher et a continué son argumentaire de vente. Dans la maison, il faisait chaud, et il y avait même une cheminée. Dehors, le sol était gelé, alors il ne comprenait pas pourquoi le chat insistait encore pour vivre comme un mystérieux petit bandit des neiges. Ua a levé les yeux. À travers la vitre, il a vu Xingxin et Karen discuter joyeusement à l'intérieur. Et pendant un instant, il s'est imaginé allongé sur les genoux de la fille aqueuse pendant qu'elle lui caressait la tête. Zhang a remarqué que l'attention du chat changeait et l'a doucement invité à entrer pour jeter un coup d'œil. Cela a enfin poussé Ua à s'approcher un peu, et notre garçon a pensé que le chat avait enfin mordu à l'hameçon. Il a ouvert la voie et a continué à le tenter avec des promesses de plus de nourriture. Le plan fonctionnait clairement. Ua l'a suivi dans la pièce et a regardé autour de lui avec curiosité. Derrière lui, Zhang a serré le poing dans une victoire silencieuse. Après tous ses efforts, le chat était enfin entré. Puis le chat a sauté sur le canapé coûteux et a commencé à le griffer. Malgré tout, Zhang s'est forcé à rester amical. Il a dit au chat qu'il pouvait regarder partout où il voulait. Parce que c'était sa maison maintenant. Tout au fond de lui, une partie de lui est probablement morte à chaque marque de griffe. La docteure Zhu l'a regardé bavarder patiemment avec le chat et a pensé qu'il était heureux que Ua ne puisse pas se transformer en fille. Sinon, elle craignait qu'il n'y ait plus de place pour elle dans la maison. Mais Ua avait déjà commencé à courir partout et à faire des bêtises comme presque tous les chats. Zhang était toujours déterminé à rester positif. Après tout, il se familiarisait simplement avec l'environnement. Après avoir beaucoup exploré, Ua s'est fatigué et s'est recroquevillé sur le canapé. Quand il s'est endormi, Zhang s'est approché avec précaution. Il a pensé qu'il était temps de passer à l'étape suivante pour construire la confiance, ce qui signifiait apparemment tenter l'opération extrêmement risquée connue sous le nom de toucher le chat. Mais avant qu'il puisse entrer en contact, Ua s'est réveillé en sursaut et lui a miaulé dessus. Son pelage s'est hérissé alors qu'il l'avertissait de ne rien tenter de bizarre. Apparemment, leur relation ne serait pas finalisée tant qu'il n'aurait pas vu la nourriture qui lui avait été promise. En voyant tout cela, notre protagoniste a soupiré, impuissant. Il s'est plaint que gérer les femmes n'était même pas aussi compliqué. Plus tard, quand le chat dormait vraiment, il a saisi l'occasion.
Il l'a touché rapidement et a retiré sa main comme s'il venait de désamorcer une bombe. Comme ça, enfin, il avait accompli la mission. La tâche la plus difficile depuis le début de l'Apocalypse. Quelque temps plus tard, Yang Mi tenait Ua joyeusement dans la salle de bain. D'une manière ou d'une autre, ce chat pouvait s'approcher de l'eau mais ne pas laisser notre garçon le toucher. Plus tard, le chat est apparu à côté de Zhu. Puis, après avoir fait le tour du grand bunker, il s'est endormi entre Karen et Xingxin. Le chat avait maintenant de la nourriture, de la chaleur, des meubles de luxe à détruire, et 2 belles femmes auprès desquelles dormir. Dans l'Apocalypse, certaines créatures souffraient. Mais ce chat avait apparemment débloqué l'abonnement premium de l'Apocalypse. Le lendemain matin est arrivé. Xingxin était assise devant son équipement, en train d'ajuster quelque chose. Et Zhang s'est approché par derrière et a demandé si elle avait trouvé quelque chose de nouveau. La fille s'est retournée et a dit qu'elle avait trouvé la personne qui avait essayé de pirater le réseau de l'abri. Notre protagoniste a regardé le point rouge sur la mini-carte comme si c'était Call of Duty et a été surpris. L'emplacement se trouvait à la frontière entre le district sud-ouest de Hongshan et le district nord-ouest de Lujiang. À seulement 30 km. Il ne s'attendait clairement pas à ce que la source soit si proche. Alors que Xingxin a expliqué que les techniques de l'autre partie étaient basiques, probablement juste un programmeur amateur. Leur équipement n'était pas avancé non plus, donc il avait été facile pour elle de le pirater. Cependant, les données de l'ordinateur étaient chiffrées, et les déchiffrer prendrait plus de temps. Même ainsi, les informations disponibles montraient déjà quelque chose d'important. Il y avait vraiment une grande organisation opérant dans la zone de Hongshan. Zhang a tout écouté attentivement. Puis la fille aqueuse s'est retournée vers lui et a conclu qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'il rencontre cette organisation. Zhang a croisé les bras. Sa posture est devenue ferme. Il a dit que si quelque chose devait arriver, il ne pouvait pas l'éviter. Il ne cherchait pas les ennuis, mais il n'en avait pas peur non plus. Si quelqu'un essayait de troubler la paix de son abri, il les vaincrait. Après avoir appris tout ce qu'il y avait à apprendre, il s'est retourné pour partir. Mais avant de s'en aller, il a dit à Xingxin de continuer à surveiller le signal et de déchiffrer les données. Il voulait plus de renseignements sur l'organisation. Après cela, Zhang est allé voir Karen. Elle a été surprise quand il est arrivé et a demandé pourquoi il était venu. Notre garçon a expliqué qu'il voulait vérifier comment son travail avançait. Karen a immédiatement voulu présenter quelque chose de génial sur lequel elle travaillait avec un sourire éclatant. Un silencieux. Zhang l'a rapidement pris et apparut satisfait. C'était exactement ce dont il avait besoin. Dans ses pensées, un silencieux correspondait exactement à son style de combat. Avec sa capacité de tireur d'élite, son pouvoir spécial, et maintenant un silencieux, il pouvait attaquer sans révéler sa position. Pour un maniaque de la planification comme Zhang, ce n'était pas seulement utile. C'était une amélioration majeure. Il a complimenté Karen et l'a appelé un génie. La fille a rayonné de fierté et lui a dit de l'essayer. Elle l'avait fabriqué selon les dimensions de son fusil de tireur d'élite. Mais s'il n'était pas confortable, elle pouvait toujours l'ajuster. Et avec cela, le camp de Zhang a gagné un autre avantage discret. Pendant que la base Hongshan construisait sa hiérarchie par la peur, le travail et le pouvoir éveillé, Zhang continuait à renforcer son abri pièce par pièce. Il avait maintenant la collecte de renseignements, des armes d'élite, des alliés loyaux, une hackeuse de génie, une mécanicienne brillante, et une configuration de tireurs d'élite silencieuse prête pour tout ce qui viendrait ensuite. La tempête dehors n'était pas terminée. Le monde n'était pas devenu plus doux. Et les ennemis de Zhang étaient maintenant plus proches qu'ils ne l'avaient prévu. Mais contrairement aux étudiants piégés sous les règles de Shen Xinyan, notre garçon n'avait jamais prévu de s'agenouiller. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus d'épisodes. Aussi, dites-nous dans les commentaires si vous voulez que nous continuions l'Apocalypse de glace et l'histoire de Zhang. Nous avons déjà couvert beaucoup d'épisodes, donc si vous en voulez plus, votre soutien nous aide vraiment à décider si nous continuons ou si nous passons à une autre série. Merci à tous d'avoir regardé et soutenu Plotoria. On se voit dans le prochain épisode.